On les appelle les armes nucléaires du pauvre. Elles peuvent frapper à tout instant, n'importe où, et prendre tout le monde de court. Les armes biologiques sont les armes de destruction massive les plus redoutables. Elles sont silencieuses, n'ont ni goût ni odeur, et sont aussi mystérieuses qu'effrayantes. Une attaque aura forcément lieu un jour, mais quand? Une agression réussie pourrait complètement paralyser le fonctionnement normal de toute une ville. Les écoles et les commerces seraient obligés de fermer et il deviendrait même dangereux de fréquenter sa propre famille. C'est tout le tissu social qui serait atteint. Le bioterrorisme est aujourd'hui une menace très sérieuse pour la sécurité à l'échelon international. Les autorités sanitaires ont dressé une liste des microbes les plus meurtriers susceptibles d'être utilisés. Le charbon, la peste, la tularemie, le virus Ebola et de Marbourg, ou encore la variole. Robert Stevens, photographe de presse dans la ville de Lantana, semble atteint d'une forte grippe. Les médecins diagnostiquent une méningite et lui prescrivent des antibiotiques. Mais quelques heures plus tard, le patient s'écroule. Il est placé sous respirateur artificiel tandis qu'on prévient le chef du service. L'analyse du liquide céphalorachidien de Robert Stevens laisse Larry Bush perplexe. Généralement, on ne trouve pas ce type de bactéries dans le liquide céphalorachidien. Vu du dessus, ça ressemblait à un petit train. Un wagon, un espace, un wagon. Il remarque également une ombre suspecte sur la radiographie des poumons du photographe. Tous ces éléments m'ont mis sur la piste de diverses maladies infectieuses. Seules quelques formes de bactéries peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles et qui atteignent surtout des patients souffrant d'un traumatisme crânien ou dont le système immunitaire est altéré. Or, selon son épouse, il n'avait pas d'antécédents de ce type. Inquiet, Larry Bush veut approfondir l'analyse. Il envoie un prélèvement de liquide céphalorachidien à un laboratoire. 48 heures plus tard, les résultats arrivent et confirment la présence du bacille du charbon. À l'époque, ce n'était qu'un cas isolé, et j'espérais vraiment que ça le resterait. Ce bacille est l'une des menaces bioterroristes les plus redoutables. Il peut demeurer à l'état dormant sous forme de spore à la paroi très résistante. Lorsque Robert Stevens arrive à l'hôpital, ses heures sont comptées. Les spores qu'il a inhalés, tapis dans ses poumons, sont prêts à lancer un ultime assaut. Elles sont collées aux muqueuses des voies respiratoires et attendent d'être absorbées par les cellules immunitaires.
Une fois à l'intérieur de ces cellules, les spores deviennent des bactéries actives et commencent à se multiplier. Très vite, elles prennent le dessus sur les cellules hôtes, puis s'échappent et infiltrent tout l'organisme de Robert Stevens. En quelques jours, des milliards de bactéries produisent d'innombrables protéines toxiques qui détruisent les tissus dans tout l'organisme. Vendredi 5 octobre à 16 h, Robert Stevens cesse de respirer. Il laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. À ce stade, on ignore encore comment il a contracté la maladie. La forme pulmonaire du charbon est rarissime, 18 cas en un siècle aux États-Unis. Depuis 25 ans, aucun cas n'avait été signalé, et il n'y en avait jamais eu en Floride. Pourquoi cet homme sans histoire qui revenait de vacances souffrait-il d'une infection pulmonaire et d'une méningite due au charbon? C'était incompréhensible. Une équipe d'épidémiologistes se rend au domicile du photographe et l'inspecte de fond en comble. Il reconstitue ses moindres faits et gestes au cours des 60 derniers jours. Il cherche frénétiquement le point de départ de la contagion, craignant que Robert Stevens ne soit que la partie émergée de l'iceberg. La période d'incubation est de plusieurs semaines. Il y avait de fortes chances pour que d'autres personnes aient été au contact de cette maladie et elles risquaient d'y succomber. Par ailleurs, nous pensions à l'époque que la maladie était mortelle à 100%. Une fois que les symptômes étaient présents, c'était irrémédiable. En explorant l'immeuble où travaille le photographe, ils font enfin une découverte importante. Sur son lieu de travail, on nous a raconté que des enveloppes étaient arrivées au courrier. L'une d'entre elles, au moins, contenait une poudre blanche. Certains collègues de Robert Stevens pensaient qu'un peu de cette poudre avait pu se répandre sur son clavier d'ordinateur. Le FBI interdit tout accès au bâtiment. Un groupe d'experts médico-légaux est chargé de passer tout l'immeuble au peigne fin à la recherche des dangereuses spores de la maladie du charbon. Il fallait agir au plus vite. En arrivant au service du courrier, j'ai demandé au microbiologiste combien d'échantillons nous pouvions encore prélever. Il ne nous restait que 2 kits. Je leur ai dit qu'il fallait viser juste, puisque nous étions au service du courrier. Le dernier prélèvement est positif. Le bacille est bien arrivé par courrier. Il s'agit donc d'un acte criminel dont Robert Stevens est la première victime. Une vague de panique déferle sur les États-Unis. Des lettres contenant le bacille du charbon arrivent au siège des grands médias et dans les bâtiments officiels. Les scientifiques ont été pris de court. Personne n'aurait imaginé qu'une enveloppe pourrait devenir une arme de guerre. Il fallait oublier tout ce que nous avions appris sur ces micro-organismes au cours du dernier siècle et essayer d'entrer dans la logique d'un terroriste. Une seule question se pose, qui est l'auteur de ces envois? Il faut un savoir-faire particulier, mais malheureusement, nombreux sont ceux qui le possèdent. Lorsque certains programmes d'armement biologique ont été démantelés, des spécialistes très mécontents se sont retrouvés au chômage. C'est un cocktail plutôt dangereux. Le 15 octobre, le FBI ordonne l'analyse médico-légale d'une des lettres contenant le bacille. Elle est envoyée à l'Institut des maladies infectieuses de l'armée américaine.
Le FBI espère que la poudre contient des indices qui le conduira jusqu'au criminel. Les scientifiques se mettent au travail immédiatement, conscients des enjeux de leur mission. Le bacille du charbon est une arme biologique effroyable, l'arme biologique par excellence. Quand les scientifiques militaires étudient la poudre contenue dans l'enveloppe, ils sont stupéfaits. Elle était aussi volatile que de la fumée. La poudre a été moulue si finement qu'elle se comporte presque comme un gaz. Visiblement, on s'est donné beaucoup de mal pour la raffiner. Cette poudre avait toutes les caractéristiques du charbon militarisé. Le plus impressionnant, c'était sa pureté. Il n'y avait que des spores, aucun résidu de plante qui aurait pu nous faire penser que c'était un matériau brut. Les spores étaient très concentrés et très purs. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur. De l'opinion générale, l'attaque vient de l'extérieur des États-Unis. Mais l'enquête du FBI révèle un élément troublant. Les empreintes génétiques de la souche du bacille sont identiques à la souche Ames de la bactérie. Une souche particulièrement agressive, utilisée par l'armée américaine pour mettre au point des vaccins. Les lettres piégées auraient-elles été fabriquées aux États-Unis même? Toute l'Amérique était affolée, parce qu'on ignorait qui avait envoyé ces lettres. Avec Oussama Ben Laden, au moins, on avait un coupable, quelqu'un à qui faire porter la responsabilité. Cette fois, on n'avait pas de coupable. Malgré une enquête minutieuse pendant plusieurs années, le responsable est encore en liberté aujourd'hui. Ces quelques grammes de poudre dans une enveloppe ont eu des effets dévastateurs. Il y a eu 5 victimes, mais aussi des centaines de personnes exposées au bacille. Sans oublier les bureaux, bâtiments officiels et bureaux de poste, qui sont restés fermés pendant des mois. Les coûts d'analyse et de désinfection se montent à plusieurs milliards de dollars, sans parler de la souffrance humaine qui ne se quantifie pas. Ceux qui ont été en contact avec le bacille du charbon ne s'en remettront jamais. J'ai vu des directeurs d'entreprise fondre en larmes dans mes bras, persuadés qu'ils allaient mourir.